Il n'y a pas d'entraîneur parfait, il n'y a pas de coach parfait. Souvent les coachs répètent des schémas qu'eux-mêmes ont vécu en étant entraînés. La chose la plus importante, c'est d'être en capacité de se poser des questions et de se remettre en question. OK, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que, ce qui est créé, c'est vraiment de la motivation ou plus un sentiment, de peur? Je pense que pouvoir se remettre en question sur, ses pratiques, c'est quelque chose qui est très important et c'est ce qui permettra petit à petit de faire évoluer les schémas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Sport en face, le podcast du Comité olympique et sportif de la Drôme. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va parler de violences sexuelles et sexistes dans le sport. Donc je tiens tout d'abord à remercier Team Paddle pour la présence dans leurs locaux. Et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Emma Odiou, donc ancienne athlète de haut niveau, spécialiste du 3000 mètres steeple et membre de l'équipe de France d'athlétisme. Emma s'est également engagée ces dernières années pour faire avancer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. À travers ses prises de parole, ses interventions et son documentaire Suite, elle contribue à libérer la parole et à sensibiliser l'ensemble du monde sportif. Emma, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que tu Merci. vas? Merci Léane, pour, ton accueil. Bah, ça va très bien et toi? Oui, ça va, merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite tradition dans le podcast, c'est que chaque invité ramène un petit objet, qui a marqué son parcours sportif, ou qui lui rappelle un souvenir, une anecdote ou une étape importante dans sa vie. Qu'est-ce que tu nous as ramené toi aujourd'hui? Alors moi, j'ai ramené, mon casque pour, écouter de la musique. Donc, c'est un casque que j'ai beaucoup utilisé quand, j'étais sportive de haut niveau. C'est important de pouvoir, se mettre dans sa bulle, notamment, au moment de l'échauffement et donc voilà, j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique quand j'étais, sportive et donc ce casque m'a accompagnée un petit peu partout donc c'est l'objet que j'ai décidé de ramener aujourd'hui. OK, ouais, ça aide à se concentrer, à Exactement. déstresser Ouais, aussi, ouais, ouais j'imagine, et à se concentrer, au maximum et à se mettre, soit dans sa séance, soit dans sa compétition. Ouais, ouais. Bon, merci beaucoup. Donc tu as été spécialiste du 3000 mètres steeple et championne de France, double médaillée de bronze aux championnats d'Europe espoirs en 2015 et 2017 et tu as porté les couleurs de l'équipe de France à de nombreuses reprises. Comment est-ce que tu es arrivée à l'athlétisme? Alors j'ai commencé l'athlé, j'avais une dizaine d'années à peu près. C'est arrivé un petit peu par hasard parce que j'ai pas forcément une famille, très, très sportive. Mais par contre, le sport faisait quand même, partie de l'environnement familial parce que j'avais, une grand-mère qui regardait beaucoup, beaucoup, l'athlé à la télé. Donc on regardait les championnats d'Europe, les championnats du monde, les jeux olympiques. Donc ça existait quand même, même si c'était pas très pratiqué. Et ensuite, bah, 10-11 ans, j'étais quand même une petite fille qui bougeait beaucoup et donc on s'est dit, «Où est-ce que, on peut, l'inscrire?» Enfin, mes parents se sont dit: «Où est-ce qu'on peut l'inscrire pour qu'elle puisse, exprimer toute cette énergie?» et bah, le choix s'est fait sur l'athlé. D'accord, donc tu es restée à l'athlétisme après depuis le début, Ouais, en fait, je suis restée à l'athlé parce que très tôt, les entraîneurs qui m'entraînaient m'ont dit que j'avais quand même des belles capacités et il faut aussi souligner que j'étais dans un pareil, ça s'est fait un peu par hasard, enfin même complètement par hasard, j'étais dans un club où, il y avait un pôle espoir. Il y avait déjà un groupe de haut niveau et donc j'ai été repérée par, le coach de ce groupe de haut niveau et c'est ce qui a fait que, bah, très tôt, en fait, j'ai pu me projeter, sur, une carrière de haut niveau et donc en fait, ça a été très sérieux très vite quand même l'athlé. D'accord, oui, donc tu as commencé le haut niveau à quel âge à peu près, Ma première sélection en équipe de France, c'était à 15 ans. Donc, tu vois, je commence à 10-11 ans et à 15 ans, je fais, ma première sélection en équipe D'accord. de Oui, France et je resterai ensuite, 10 ans, donc jusqu'à mes 25 ans, en équipe de ah oui, France. donc tu Ouais. as commencé très jeune et puis tu as fait quand même, très longtemps, Ouais. dans le haut niveau. Ouais, ouais, complètement. OK. Donc maintenant on va parler de ton vécu, le pourquoi tu as arrêté, l'athlétisme, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux bien nous raconter les violences que tu as pu subir dans le sport? Ouais, donc j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière, quand j'avais 25 ans et 25 ans pour, l'athlé, surtout sur du demi-fond, c'est quand même assez tôt. Donc, Mmh. j'ai arrêté ma carrière un petit peu prématurément et j'ai fait ce choix parce que j'ai été, confrontée à différentes, situations de violence.
de différents types. Donc là, le sujet, c'est plus les violences sexistes et sexuelles, mais il faut savoir que dans le monde du sport, notamment du sport de haut niveau, il y a beaucoup de violences psychologiques, des violences physiques. Et donc, j'ai été confrontée à des violences sexuelles de la part d'un entraîneur de l'équipe de France. Et donc c'est l'une des raisons qui, m'a poussée à arrêter le sport de haut niveau. Donc c'est quelqu'un qui, a été écarté des équipes de France, suite au fait que j'ai décidé de parler. Je sais que depuis il est revenu en équipe de France, mais bon ça c'est autre chose. Et ouais, en fait, j'ai essayé de continuer, enfin, j'ai même continué ma carrière, malgré tout ça. Mais forcément, c'est quelque chose qui, abîme. On s'en rend pas trop compte sur le coup et surtout, nous, les sportifs, on est quand même habitués à continuer malgré tout. On est, habitués à, accepter, la douleur, accepter la difficulté, la souffrance et donc j'avais cet état d'esprit où, bah, je devais, continuer coûte que coûte. Et donc j'ai continué pendant plusieurs années, mais je pense que c'est des choses qui, finissent par vous rattraper à un moment ou à un autre et c'est l'une des raisons pour lesquelles, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. OK. Oui, puis c'est parfois difficile d'identifier qu'on est victime de ça sur le coup. Ouais. Est-ce que tu as réalisé tout de suite, ce qui s'était passé, que tu étais une victime ou est-ce que quelqu'un t'a aidé, un témoin, une témoin? Ouais, en fait, donc tout ça, ça s'est déroulé en 2014 et en 2014, on parlait pas du tout de ces sujets comme on parle maintenant. Il y a 2 éléments qui m'ont vraiment aidée. Le premier élément, c'est que j'avais une copine qui a, vu plus ou moins ce qui s'était passé et qui m'a dit qu'en fait, c'était pas normal. Donc je savais que ce que j'avais vécu, c'était pas normal, mais jamais à l'époque j'aurais mis, pardon, le terme de violence sexuelle. Parce que pour moi, quand, à l'époque, ce terme-là, c'était trop grave, en fait. Je me disais: «Non, mais violence sexuelle, c'est vraiment un truc beaucoup plus important» et en fait, non. En fait, non, j'avais été victime de ces violences-là donc mais tout ça pour pouvoir mettre le terme de violence sexuelle, ça a mis du temps. Ce qui m'a notamment permis de le faire, c'est, bah, tout le mouvement MeToo. Ça m'a permis d'avoir des définitions un peu plus claires sur, qu'est-ce qu'on entend par violence sexuelle et donc c'est là que je me suis vraiment rendu compte de ce qui s'était passé, que j'ai pris l'ampleur, de ce qui s'était passé et c'est à partir de là que j'ai décidé de parler de ce qui m'était arrivé et heu et voilà, ça a commencé comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai que de voir les autres parler, en fait, Ouais. on se dit: «Bah, en fait, moi aussi, j'ai le droit de parler et je peux en parler». Ouais, ouais, tout à fait, on se sent un petit peu plus légitime, on se sent plus comprise aussi, moins seule. Et ouais, c'est ce qui m'a permis, moi, de mettre, des mots sur, ce qui m'était arrivé et ensuite de prendre la décision de parler de tout ça. Oui. Tu avais quand même des peurs avant de parler? Bien sûr. Ah oui, oui. Ah, Surtout par rapport à ta carrière, mais bien sûr. j'imagine, Mais bien sûr, on a toujours peur et toutes les personnes qui ont été victimes de ça et qui décident de parler, c'est complètement, normal d'avoir, très peur. J'avais peur des représailles. Je me disais: «Bon, déjà, est-ce qu'on va me croire?» Et en plus de ça, j'étais encore en plein dans ma carrière, donc je me disais: «Quelles peuvent être les conséquences, sur ma carrière?» C'était quelqu'un, d'assez puissant parce que c'était une personne qui était en équipe de France depuis des années et des années, donc évidemment que ça fait peur. Mais le besoin que j'avais à ce moment-là, que ça sorte et d'avoir une forme de chercher à réparer était au-delà de la peur que j'avais des représailles. ouais. Et au final, il y a eu des répercussions sur ta carrière? C'est toi qui as décidé d'y mettre fin ou Ouais. c'est le fait que tu aies parlé? Alors, en fait, c'est pour ça que je dis que, la fin de ma carrière s'explique en partie par ce qui s'est passé, mais ça s'explique pas que par ça. Il y a eu des conséquences dans le sens où, bah, j'ai décidé de porter plainte, ça a été, classé sans suite, donc ça a été difficile à accepter. Je sais, comme je t'ai dit, qu'au début, il a été, écarté des équipes de France, donc j'avais quand même ce sentiment où, bon, je me sens écoutée et il y a des choses qui sont mises en place, derrière. Par contre, oui, ça crée quelque chose où, on a un sentiment d'insécurité. J'étais en équipe de France, j'avais ce sentiment d'insécurité-là, donc ça a été compliqué et donc cet épisode-là, plus, un environnement du sport de haut niveau qui peut parfois, être, malsain par plein d'aspects, ça m'a poussée à vouloir arrêter parce que je me rendais compte que j'étais plus du tout alignée Ouais. avec ce milieu-là. Ouais.
Aujourd'hui, tu es aussi connue pour ton engagement, du Ouais. coup, contre les violences dans le sport. Tu interviens auprès d'institutions internationales comme, l'UNESCO et l'ONU et ainsi que dans des établissements scolaires aussi ou les clubs sportifs pour sensibiliser, éduquer et protéger les athlètes face aux violences et aux discriminations et tu es également, ambassadrice de la Fondation, pour l'enfance depuis 2023. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, cet engagement? Comment, est-ce qu'il est né Mmh. et voilà? Alors j c'est un engagement qui a été assez, naturel. Quand j'ai décidé d'arrêter, ma carrière, je savais absolument pas ce que, j'allais devenir et ce que j'allais faire. Parce que toute mon identité reposait sur le fait que j'étais une sportive de haut niveau et en plus quand, on est, sportive à ce niveau-là, vraiment toute sa vie tourne autour de, la performance, de la compétition. On mange sport, on respire sport, on dort, on rêve, des potentielles médailles qu'on va faire. Enfin, vraiment, c'est toute une vie qui est organisée autour de ça. Donc quand ça s'est arrêté, ça a été difficile de pouvoir me rendre compte qu'il y avait un après, derrière. Hem Et ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé avec, une prise de parole progressive sur les réseaux sociaux. Donc j'avais commencé cette prise de parole quand j'étais encore sportive et cette parole-là s'est encore plus déployée à la fin de ma carrière parce que je me sentais beaucoup plus libre de pouvoir parler de ce qui se passait en coulisses, en fait et du revers de la médaille du sport. Et quand j'ai parlé, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule à, vivre toutes, ces injustices et toutes ces situations de violence. Et donc j'ai décidé d'en faire un documentaire, donc le documentaire qui s'appelle, Suite, qui retrace le parcours de 5 athlètes qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles, dans le sport. C'est un documentaire qui a été projeté, à l'Assemblée nationale et ensuite à l'UNESCO et ça a commencé vraiment, vraiment comme ça. Suite à ça, il y a plusieurs, structures qui m'ont demandé d'intervenir pour faire de la sensibilisation, que ce soit, auprès des sportifs directement, mais également auprès des encadrants et encadrantes et voilà, ça s'est fait très progressivement. J'ai commencé à travailler avec l'UNESCO, j'ai commencé à travailler avec la Fondation pour l'enfance et ma volonté, c'était vraiment de pouvoir mettre à profit ce que j'avais vécu pour mieux protéger les autres. En fait, moi, vraiment, j'aurais adoré qu'il y ait, une personne, plusieurs, associations comme c'est plus le cas aujourd'hui. J'aurais adoré à mon époque que ça existe pour pouvoir, moi, mettre des mots beaucoup plus facilement sur, ce qui potentiellement pouvait m'arriver, pouvoir mieux me protéger, pour pouvoir mieux signaler et avoir des adultes autour de moi qui, savent de quoi on parle quand on parle de violence et qui ont, de meilleures pratiques pour nous accompagner dans nos carrières. Et heu et ouais, j'ai décidé de mettre mon vécu, au service des autres, en tout cas, au service d'un sport qui puisse être, beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus juste, pour, toutes et tous. Ouais. Donc tu interviens aussi dans des collèges Ouais, avec des enfants? Est-ce qu'ils le enfin, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils sont ouverts au dialogue? Comment ouais, ça va? enfin moi j'adore intervenir, auprès des enfants et des adolescents. C'est vraiment un public, génial. C'est un public aussi qui a peut-être moins de filtres et qui ose poser des questions que les adultes ne poseraient pas et j'ai envie de dire, j'apprends, tout autant que ces jeunes parce que, ouais, ils ont une manière de penser qui est, rafraîchissante, j'ai envie de dire et ça permet de voir les choses, sous un autre angle et intervenir donc j'interviens auprès d'eux, on essaye de parler d'égalité, on essaye de déconstruire les stéréotypes de genre dans le sport et on en vient petit à petit, très progressivement Mmh. et évidemment c'est adapté selon les âges, à, parler des violences dans le sport et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que on parle des violences, dans le sport, on va parler notamment de tout ce qui est, violences sexistes et sexuelles. Hem, donc la porte d'entrée, c'est le sport, mais eux, ça va leur servir aussi dans, toutes les autres sphères de leur vie. Donc, sur ce qui peut se passer potentiellement, chez eux, sur ce qui peut se passer à l'école, sur ce qui peut se passer, voilà, un petit peu partout et je trouve que c'est très intéressant de partir de ce point de départ qui est le sport, qui est, un sujet assez universel et ensuite, chacun, en fait quelque chose et repart avec des messages qui sont des messages, voilà, vous êtes des enfants, vous êtes des adolescents, vous faites potentiellement du sport.
et en fait, vous avez des droits et on peut pas vous faire n'importe quoi, on peut pas vous dire n'importe quoi et vous devez aussi vous montrer respectueux avec Mmh. les autres. Je pense que c'est primordial, de pouvoir, les éduquer, dès le plus jeune âge sur ces Oui, thématiques. puis ça permet de pas normaliser et banaliser certains comportements Ouais. qui pourraient l'être, à cet âge-là, Ouais, ouais, absolument. Des enfants, c'est vrai que, on a étant donné que c'est des publics qui sont plus, vulnérables, on peut avoir tendance à croire que, pendant un match de foot, bah, c'est normal d'hurler, sur des enfants, c'est normal de les rabaisser, de les humilier pour «les motiver» entre guillemets et en fait non, non, c'est des choses, ça s'appelle des violences psychologiques. On peut pas, leur faire et leur dire, n'importe quoi et c'est très, très important qu'ils en aient conscience. Oui. Donc pour reposer un peu le cadre, on peut donner une, définition donc des violences, sexistes et sexuelles. Donc ça regroupe en fait l'ensemble des comportements, des propos ou des actes à caractère sexuel ou sexiste imposés à une personne sans son consentement. Donc selon une synthèse internationale soutenue par l'UNESCO, il y a 21 des sportifs qui déclarent avoir subi, une forme d'abus sexuel durant leur enfance dans le cadre sportif. Donc ça fait à peu près, 1 sportive sur 5, donc c'est quand même pas rien. Selon toi, pourquoi est-ce que le milieu sportif, il peut parfois créer des situations à risque? Mmh. Ça peut créer des situations à risque, le sport, parce que, il y a 2 choses que j'observe. Il y a et je suis pas la seule à l'observer, mais il y a déjà une proximité physique qui existe dans le sport, qui existe dans très peu d'autres milieux. Je donne souvent l'exemple de la parade en gymnastique. Il y a un contact physique qui est là pour, sécuriser les gymnastes, en l'occurrence. Mais ce contact, physique, il devient, presque banalisé parce que ça fait partie de la pratique, du sport. Moi, pareil, pour, pouvoir corriger des mouvements, plein de fois, il y a des coachs qui m'ont, touchée au niveau des hanches, au niveau du dos. Donc, ça ne caractérise pas, ça constitue pas des, agressions sexuelles, des agressions sexuelles, il y a aucun problème. Il y a pas, ils pensent pas à mal derrière, mais c'est un milieu où effectivement on touche beaucoup plus facilement qu'ailleurs et c'est pour ça que c'est très important de sensibiliser les plus jeunes dès le plus jeune âge parce qu'il faut qu'ils puissent faire la différence entre on me touche dans le dos, dans le bas du dos et on me Mmh. touche les fesses. On n'a pas le droit de me toucher les fesses, on n'a pas le droit de me toucher la poitrine, on n'a pas le droit de me faire un bisou sur la bouche sans le consentement et cetera et cetera et c'est des choses qu'il faut pouvoir répéter et il faut éduquer là-dessus. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, en dehors de cette proximité physique, il y a aussi un rapport à la souffrance, un rapport à la douleur et du coup un rapport aux limites qui est très spécifique dans le milieu du sport. On nous apprend depuis, tout jeune à, accepter, la douleur, à accepter le fait que pour arriver à un certain niveau de performance, il faut, ne pas avoir de limites. On l'entend souvent dans le sport, c'est toujours dépasser ses limites, toujours aller plus loin. Le problème, c'est que quand il y a pas de limites, du coup, il y a pas de cadre et il y a pas de protection et c'est très difficile ensuite de faire la différence entre, de la souffrance, de la douleur et de la maltraitance et c'est pour ça que, à mon sens et selon, pas mal d'études, scientifiques, il y a un milieu sportif qui pas qui encourage, mais en tout cas qui facilite grandement les violences dans le milieu du sport et une dernière chose que j'ajouterais peut-être plus en rapport avec, les violences sexistes, c'est que le milieu du sport est un milieu qui a été construit à la base, par les hommes pour les hommes, Mmh. à la fin du 19e siècle où, le but c'était, de pouvoir, éduquer de futurs, soldats pour pouvoir défendre la France et cetera. Donc les racines, elles viennent quand même, de là. Donc c'est quand même, ça a des racines qui sont très, Mmh. virilistes, très masculines en tout cas et petit à petit, on arrive à s'en détacher, mais on ne peut pas ignorer que le sport, porte en lui des racines qui font que il faut faire particulièrement attention, aux violences sexistes et sexuelles, qu'il peut produire. Oui, puis c'est vrai que comme, tu disais, dans certains sports, la proximité, enfin, elle est presque obligatoire. Ouais. Mais en fait, des fois, les entraîneurs, ils osent pas en parler et c'est vrai que des fois, juste, d'en parler, ça permet d'enlever, finalement, le sujet et ça permet de rassurer tout le monde aussi. Tout à fait. J'ai eu, la dernière fois en formation un coach qui m'a expliqué que, donc un coach de gymnastique, pour, rattraper une gymnaste, sans faire exprès, il lui a touché les fesses et je dis: «Bah,
quelle a été votre réaction à ce moment-là? Et il me dit: «Bah, en fait, j'étais très gênée, je préfère ne pas en parler parce que si j'en parle, ça va créer un problème, là où il y en a pas». Mmh. Et en fait, je l'ai invité peut-être à réfléchir autrement, c'est-à-dire qu'évidemment que c'est pas une agression étant donné qu'il a voulu la rattraper pour sa sécurité. Par contre, effectivement, il y a un contact physique avec une partie, du corps, une certaine partie du corps qui peut mettre mal à l'aise, la gymnaste et ça prend quelques secondes pour lever le tabou par rapport à ça. Le coach peut aller dire à la gymnaste, «Écoute, je t'ai touchée à cet, endroit-là, je suis désolé, ça a été fait un peu dans la précipitation et dans l'urgence. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu veux, qu'on en parle?» Ça va créer 2 choses. Ça va sécuriser la gymnaste qui, dira très certainement: «Bah, il y a pas de souci» parce que, enfin les jeunes comprennent, ils sont tout à fait intelligents. Hem, on ne sait pas aussi elle, ce qu'elle a elle ou lui, hein, ce qu'il a pu, il ou elle a pu vivre, en dehors de ça. Il peut ne pas être tout à fait à l'aise avec son corps, donc c'est très important de pouvoir en parler. Donc ça lève, le tabou et deuxièmement, ça crée un sentiment de confiance aussi avec l'encadrant en question. C'est-à-dire que quand le jeune voit que, avec cet encadrant, on peut parler de tout sans tabou et que c'est quelqu'un qui sait mettre des limites claires, si ce jeune-là, si cette gymnaste en l'occurrence a un problème, elle saura parfaitement que j'ai un adulte de confiance en face de moi. Je peux aller lui parler si, je traverse une situation, de violence ou une situation, malaisante en dehors, heu, en dehors de la sphère, sportive même, Mmh. quoi. Oui. Oui, donc finalement, ça rejoint un peu, ma question suivante, c'était qu'est-ce qui peut rendre, difficile la prise de parole dans un club? Ou au contraire, qu'est-ce qui peut justement faciliter, la prise de parole dans un club? Ouais, Finalement, c'est tout à fait ça, ouais. juste, qu'en fait, on puisse avoir entre guillemets «un référent» Mmh. où on sait qu'il y a une personne qui est ouverte à ça, qui en a déjà parlé, ça peut aider. Ouais, tout à fait. Je comprends parfaitement que ce soit des sujets, qui font peur. C'est des sujets, qui touchent, à l'intime, Mmh. avec lesquels, tout le monde n'est pas à l'aise. On n'a pas reçu la même, éducation. On n'est pas sensibilisé de la même manière. On peut avoir, peur, de dire ou de faire, des bêtises. Il y a un manque de sensibilisation, un manque de formation, des encadrants et encadrantes et c'est pour ça, comme tu le dis, qu'il y a de plus en plus de référents éthiques, référents, violences qui, sont mis en place, qui sont des personnes qui sont censées être, un peu plus, formées sur ces questions. Je pense vraiment que, en parler, c'est ce qui va permettre petit à petit, d'endiguer les violences. Pourquoi? Parce que le silence, c'est exactement ce qu'utilisent, les auteurs de violences. Très souvent chez, les enfants, notamment quand ils sont, pardon, victimes de violences sexuelles, on entend, «Bah, ouais, j'ai rien dit pendant des années parce que, heu, l'auteur de violence, l'agresseur m'a demandé de rien dire, m'a dit: «C'est notre secret, c'est notre secret» et le fait de ne rien dire, ça maintient tout ça, ça maintient l'omerta dont on entend, beaucoup parler dans le sport et donc pouvoir en parler, de la manière la plus, libre possible, c'est quelque chose qui, voilà, qui permettra encore une fois d'être mieux éduqué sur, le sujet et de libérer la parole quand, un jeune se sentira, pas bien ou pas à l'aise dans une situation ou s'il traverse une, situation de violence, il saura qu'il peut en parler. Alors que si c'est complètement étouffé dans un silence ambiant, ce sera beaucoup plus difficile pour cette personne. Ouais, c'est sûr. Après, il y a aussi les violences psychologiques, on en a parlé. Ça peut venir aussi de la relation, est-ce que la relation entraîneur-sportif, elle peut créer une forme d'emprise? Ouais, bien sûr, il y a des phénomènes d'emprise, qui existent parce qu'il y a une, relation entre, l'entraîneur et le sportif ou la sportive qui est aussi très particulière. C'est une personne qu'on va énormément voir. Pour ma part, je voyais beaucoup plus mon entraîneur que, mes propres parents. Donc ça crée, une relation, affective avec cette personne. On va vivre des, émotions qui sont très fortes dans le sport de haut niveau, que ce soit des émotions, soit difficiles, soit, très positives quand on gagne une course, une compétition. Hem, i On part à l'autre bout du monde. Moi, ça a été mon cas aussi. Je suis partie, dans plein de pays différents avec, mon coach. On part en stage, donc il y a une proximité qui se crée. Je pense que ça peut être, une très belle relation, mais ça peut aussi être une relation, qui tend vers une forme d'emprise. Pourquoi l'emprise? Parce que on est dans des systèmes encore où le coach décide de beaucoup de choses. Il a, comment dire?
cette posture de sachant, on lui fait pleinement confiance et on met notre carrière entre ses mains. Et là, je parle du sport de haut niveau, mais je parle même à des niveaux plus loisirs, par exemple. Il y a une confiance quasi aveugle qui est confiée au coach. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a un déséquilibre des forces, des pouvoirs. Et on peut petit à petit tomber vers une forme d'emprise. Ouais. Et du coup, quels conseils on pourrait donner à un coach ou un éducateur? À quoi est-ce qu'il doit être vigilant justement pour pas tomber Ouais. sous cette emprise? Je pense que la première chose qui est très importante à comprendre déjà, c'est que il y a pas d'entraîneur parfait, il y a pas de coach parfait. Souvent, les coachs répètent des schémas que eux-mêmes ont vécu en étant entraînés. La chose la plus importante, c'est d'être en capacité de se poser des questions et de se remettre en question. C'est-à-dire, OK, bon, j'ai toujours, fonctionné comme ça. Pour moi, je dis n'importe quoi, crier sur des athlètes, c'est quelque chose que j'ai toujours connu et que je fais parce que j'ai envie de les motiver. OK, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que, ce qui est créé, c'est vraiment de la motivation ou plus un sentiment, de peur? Je pense que ouais, pouvoir se remettre en question sur, ses pratiques, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est ce qui permettra petit à petit de faire évoluer les schémas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir face à quelqu'un qui se confie? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait dire ou ne pas dire Ouais. justement? Alors, face à une personne qui, se confie, il faut faire extrêmement attention. Déjà, partir du principe que, si une personne se confie à moi, je suis pas là, moi, pour, mener l'enquête. Lorsqu'il y aura un signalement, ce seront aux services compétents de mener des enquêtes, de savoir, qui a fait quoi. Est-ce que, il y a eu, voilà, des gestes violents ou quoi? Voilà, ça fait partie des missions des personnes qui sont compétentes. Une personne qui vient se confier à moi, admettons, je suis coach, qui vient, me confier une situation de violence sexuelle, par exemple. Déjà, la première chose, c'est lui dire qu'elle a très bien fait de venir, m'en parler. Partir du principe que cette personne dit la vérité. Mmh. Tu as très bien fait de m'en parler. Hem, c'est interdit qu'on te fasse, ça et je vais t'accompagner pour pouvoir signaler, pour pouvoir mieux te protéger. Et ensuite, pouvoir, peut-être, se mettre dans une salle à côté avec, la personne, lui proposer de s'asseoir, lui proposer un petit verre d'eau et noter au maximum ce qui va nous être dit. Il faut savoir que si c'est un mineur ou une mineure qui se confie à nous à ce moment-là, on est dans l'obligation de signaler. On va Mmh. être obligé de signaler, par exemple, à la cellule, Signal Sport du ministère des Sports et donc pour pouvoir faire un signalement le plus solide possible, l'important, c'est d'avoir un maximum d'éléments. Comme je l'ai dit, le but, c'est pas de mener une enquête. Donc, on peut poser des questions qui sont, «Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé?» et avoir au moins des éléments tels que, la date, le lieu et la personne de Mmh. qui on parle. Et ensuite, laisser la personne dérouler. Pour ce qui concerne les majeurs, là, il y a pas d'obligation de signaler. Donc ça peut être, écouter cette personne, écouter ce qu'elle a à nous dire et peut-être qu'elle décidera, d'en parler aux autorités, compétentes, là, maintenant, tout de suite ou dans quelques années. Il y a aussi, un timing à respecter selon les personnes. Oui, donc finalement, c'est vraiment être à l'écoute de la Ouais, personne et la croire, ah ouais, sur ce qu'elle vraiment dit. partir du principe que, je te crois. Vraiment, tu as bien fait de me parler, Mmh. je te crois, ce qui s'est passé, c'est pas normal et je suis là soit pour t'aider, soit pour, t'accompagner, pour te protéger dans le cas de mineurs. C'est très important. Ouais. Donc maintenant, on peut parler aussi du rôle, du coup, des clubs et des Ouais. dirigeants de clubs. Selon toi, qu'est-ce qu'un club, il pourrait mettre en place, pour prévenir justement ces violences? Quelque chose de peut-être, tout simple Mmh. finalement et qui pourrait beaucoup aider, les sportifs, les Mmh. sportives? Alors déjà, je comprends, aussi parfaitement que, les clubs, surtout, dans les temps actuels, ils ont, énormément de choses à respecter, de choses, à mettre en place et parfois on a l'impression que, s'occuper des violences, notamment des violences sexistes et sexuelles, ça fait pas partie des Mmh. priorités. Or, c'est tout à fait prioritaire. Tu l'as dit, 21 des sportifs, sont touchés
par les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Donc, ça fait 1 sportif sur 5. Donc, ça existe partout, dans tous les sports, dans toutes les structures. Donc ça, c'est déjà prendre conscience de ça, c'est un grand pas. Il y a une chose qui a été mise en place par le ministère des Sports, c'est l'affichage de la campagne Signal Sport. Donc, c'est quelque chose qui est rendu obligatoire. On en a parlé aussi un petit peu, pouvoir nommer un référent ou une référente sur ces questions. Et puis, ça peut être des choses toutes simples à mettre en place en début de saison. Je trouve qu'au mois de septembre, c'est pas mal. Comme ça, tout le monde part sur le même niveau d'information. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui, notamment un outil comme Réglosport, qui permet de pouvoir se rendre compte si on est face à des situations de violence ou pas. Donc, proposer aux jeunes pendant 30 minutes, 1 heure, de regarder le Réglosport, de donner des situations, des exemples, etc. Et j'invite aussi vraiment à mettre les parents dans la boucle. Plus il y aura des adultes qui seront sur le même niveau d'information et qui seront alignés par rapport à la protection des pratiquants et pratiquantes, et mieux ce sera. Donc, pareil, ça peut être une petite réunion avec les parents en début d'année de 30 minutes, 1 heure, ou aborder ce sujet-là pendant son assemblée générale. Après, le mieux, effectivement, c'est de mettre en place des sensibilisations ou des formations en faisant appel à des associations, à des structures. Je pense à Jeunesse et Sport, je pense au comité olympique départemental, qui peuvent être des ressources pour accompagner les structures locales. Oui, bien sûr. Et du coup, comment est-ce qu'un club, il pourrait réagir quand il y a une alerte qui remonte sur, un de ses coachs ou de ses entraîneurs? Alors ça dépend comment l'alerte remonte. Si, par exemple, si le président de club a connaissance d'une situation de violence au sein de sa structure, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Déjà, s'il s'agit d'un ou d'une mineure, il y a obligation de signaler, soit à Signal Sport, soit à la police, et cetera. Donc ça, vraiment, ça va être obligatoire. Ensuite, le club peut aussi tout à fait mettre en place des choses d'un point de vue disciplinaire au sein même de sa structure. Mais pour ça, il faut que ça apparaisse quelque part. Il faut que ça apparaisse dans les statuts ou dans le règlement intérieur du club. J'invite vraiment les clubs à réfléchir à ça en amont. Pourquoi? Parce que souvent, on est dans des situations où il y a une situation de violence dans le club en question, et personne ne sait trop comment faire. Tout le monde est pris par l'émotion, ce qui est complètement normal. C'est facile pour personne quand il y a ce genre de situation qui remonte. Donc, pouvoir préparer ça en amont, de manière rationnelle, de manière, voilà, en ayant la tête froide, pour savoir exactement ce qu'on peut mettre en place d'un point de vue disciplinaire le jour où ce genre de situation arrive. Et ensuite, ne pas hésiter à être accompagné par des associations locales, ou encore une fois par les services de jeunesse et sport au comité olympique départemental, par exemple. Ouais, OK. Donc là, on a parlé du rôle des clubs et des dirigeants. On peut aussi parler maintenant des sportifs et sportives. Comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à savoir, ce qui est normal ou pas? On l'a un peu dit. Et comment est-ce qu'on pourrait les aider à dire, à aller oser parler finalement, Ouais. oser parler? Moi, je pense que les éduquer dès le plus jeune âge et les sensibiliser à ce que sont des violences, c'est extrêmement important, et créer un environnement de confiance. On pourra faire toute la sensibilisation du monde. Le risque zéro n'existe pas, et donc on peut être face à des jeunes qui vivent ces situations de violence-là, que ce soit au sein même de la structure, mais même au sein de sa famille, ou à l'école, ou en colonie de vacances. Enfin voilà, il y a plein, malheureusement, il y a plein de circonstances qui peuvent faire qu'un jeune vit ces situations-là. Et donc, plus il sera éduqué jeune, et mieux ce sera. Et plus il se sentira en confiance avec les adultes qui sont autour de lui, et mieux ce sera. Et comment est-ce qu'on crée ce lien de confiance? On crée ce lien de confiance en tant qu'adulte en étant dans la tolérance zéro. C'est-à-dire, on n'accepte pas les petites blagues sexistes. On n'accepte pas les tapes sur les fesses avant de commencer avant qu'un athlète ne rentre sur la piste. On n'accepte pas les blagues, comme je l'ai dit, sexistes ou même racistes ou homophobes, etc. C'est vraiment tolérance zéro par rapport à tout ça. Et c'est ce qui permettra, voilà, de créer cet environnement de confiance,
et potentiellement aux jeunes de parler beaucoup plus facilement. Ouais. Et s'il y a des témoins, est-ce que les témoins, ils ont un rôle à jouer pour aider la victime justement, à parler? Ouais, bien sûr, les témoins peuvent, permettre 2 choses. La première, c'est, de rendre réel ce qui s'est passé parce que, quand on est dans ce genre de situation, on peut avoir du mal à mettre des mots et à se rendre compte. On peut être en état un peu de sidération et se dire: «Mais est-ce que j'ai vraiment vécu ça ou est-ce que je me trompe?» Mmh. Donc le témoin peut réassurer, la personne, victime dans ce qu'elle a vécu et puis elle peut aussi permettre d'accompagner cette personne-là dans, le signalement, dans le fait de décider d'aller parler. Ouais. Et pour finir, une petite question finale, si demain, chaque club devait changer quelque chose, justement pour protéger ses Mmh. sportifs et sportives, ce serait quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de dispositifs qui existent, donc on peut être un peu perdu par rapport à ça. Mmh. Mais si là, demain, un club, il voulait se dire: «Bon, ben, d'accord, j'agis», qu'est-ce que je peux mettre en place facilement? Alors je pense qu'il y a comme tu l'as dit, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. La chose vraiment, si j'ai une recommandation à faire, c'est en parler au début d'année, en Mmh. septembre. Début de la saison, on en parle en septembre. On n'est pas obligé d'en parler pendant 2 heures, mais ça peut être, le bureau qui fait un petit brief aux entraîneurs et les entraîneurs ensuite qui font un brief aux sportifs et sportives en leur disant: «Si vous avez le moindre souci, vous savez que nous on est là». Mmh. Le mieux, c'est de faire, quand même de la sensibilisation par rapport à toutes ces personnes, mais juste ne serait-ce que ouvrir la parole là-dessus, parler des violences, dire que ça existe et que, en tant qu'adulte, on est là pour, sécuriser au maximum, les pratiquants et pratiquantes. Ce sera jamais parfait. On n'est pas obligé d'être un spécialiste pour parler de tout ça, mais juste ouvrir le sujet, ça me paraît extrêmement important et ça me paraît être le début de la solution. Oui, donc finalement, c'est des actions simples que tout le monde pourrait faire dans les Mmh. clubs et qui aideraient beaucoup, les sportifs et sportives, Ouais, à en ouais, parler. ouais, totalement. C'est après, encore une fois, je comprends que ça paraisse, difficile et compliqué parce que c'est pas des sujets qui sont, évidents, mais effectivement, juste, en parler en début de saison, ça me paraît être, déjà une très, très bonne chose, pour tout le monde. Ouais. Pour finir, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter, avant de conclure l'épisode? Bah, j'ai envie, de m'adresser aux personnes qui, potentiellement ont été, victimes de toutes ces situations, que ce soit violences sexistes et sexuelles, mais aussi les violences, physiques et psychologiques. De leur dire qu'elles sont pas toutes seules, que je comprends vraiment à quel point ça peut être, très compliqué de parler, de s'ouvrir, là-dessus. Que parfois on peut passer par, des moments où on se sent pas toujours cru, où on se sent, très isolé et leur dire que, bah, moi je les crois, que, je suis, vraiment, à fond derrière elles, qu'il y a de plus en plus de places qui sont qu'il y a pardon, il y a plus en plus de choses qui sont mises en Mmh. place pour, mieux les protéger, pour, mieux prévenir, ces violences et pour les encadrants, encadrantes, j'ai envie de leur dire que déjà s'ils commencent à se poser des questions sur, leur posture et leur pratique, ils ont tout compris pour moi et pareil, c'est le début de la solution et j'espère d'un sport, plus sain et sécurisant pour tout le monde. Ouais, on l'espère aussi. Merci beaucoup pour ces échanges, constructifs. On a été ravis de t'accueillir, avec nous aujourd'hui. Merci Léane. Yes. Donc maintenant, après avoir reçu Emma Oudiou pour parler de violence dans le sport, on va maintenant accueillir, Romain Bézier, donc pour parler plutôt des dispositifs qui existent pour, pallier à ces sujets. Donc, bonjour Romain, on est Bonjour ravis que Léane, tu sois là avec nous aujourd'hui. ravi Comment tu également. vas? Ça va très bien, Ça merci va? et toi? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc moi je m'appelle Romain Bézier, moi je suis professeur de sport, conseiller d'animation sportive au sein du service départemental de jeunesse, de l'engagement et des sports de la Drôme. Et mes missions, c'est entre autres la lutte et les préventions contre les violences sexuelles et sexistes, les réglementations sportives, voilà. D'accord. Donc là, on va surtout aborder donc les dispositifs qui existent sur le territoire, mais aussi au niveau national. Pour lutter justement contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport et pour donner un peu des clés, aux clubs, enfin dans le monde du sport. Ce qui existe, il y a la plateforme Signal Sport. Mhm. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, comment ça fonctionne?
En signal sport, c'est une adresse mail. Une adresse mail à laquelle une personne qui veut faire un signalement, qu'elle soit victime, témoin, ou témoin à un degré divers, a entendu parler ou vu des choses éventuellement, voilà, n'importe qui peut se prendre en main cette adresse mail et écrire. Donc, ce sont des fonctionnaires du ministère des Sports, la direction des Sports, qui reçoivent et qui traitent ces mails-là et qui ensuite les renvoient sur les départements concernés. Donc, s'il y a un signalement qui a lieu, on va prendre notre exemple dans la Drôme, le signalement nous est redescendu, et ensuite, nous, on traite le signalement, on va mener une enquête, mais on y reviendra probablement après. Et la cellule aussi, elle s'occupe de coordonner les différents acteurs, donc elle va orienter aussi les victimes vers des associations d'aide, etc. Elle va essayer de mettre en lien les fédérations quand la personne mise en cause est liée par sa profession, par sa licence à une fédération. Donc voilà, elle va coordonner voilà, tous les acteurs de ce signalement-là. D'accord, donc là, tout le monde peut signaler et écrire à cette adresse mail-là. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on attend des personnes qui signalent? Qu'est-ce qu'il faut dire en priorité? Est-ce qu'il y a des choses obligatoires à dire? Comment ça marche? Il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a pas de formalisme attendu sur un signalement. La première chose que je tiens à dire aux personnes quand je parle de signalement, c'est qu'un signalement, c'est pas une dénonciation. C'est dans le but de protéger des victimes ou, quand c'est des fois trop tard, malheureusement, c'est protéger d'autres éventuelles victimes. Donc, c'est pas une dénonciation. Nous, services départementaux, donc sous autorité de la préfecture, on intervient pas dans le but de sanctionner un éducateur sportif, un dirigeant, un juge ou un arbitre. On est là pour protéger le public. On met à l'écart les mises en cause au bout de notre enquête pour protéger les publics. Voilà, nous, on n'est pas comme sur le volet judiciaire, sur une punition, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas nous, on met à l'écart les personnes mises en cause. D'accord, donc une fois qu'on fait le signalement, après il est envoyé à qui, derrière ce signalement? Alors donc, ça me fait penser que je t'ai pas répondu sur le formalisme du mail, j'y viens. On écrit au ministère des Sports via Signal Sport, qui nous redescend et qui, en même temps, prend contact avec la fédération pour avoir des informations, notamment des informations de licence, donc avec le numéro de téléphone, l'adresse, etc., et des informations complémentaires quand la fédération en a, sur le mis en cause et les victimes, voilà. Comme ça nous permet d'avoir les contacts directs, pouvoir les joindre par téléphone, par mail, le plus rapidement possible. On intervient dans un délai extrêmement rapide sur le signalement. La direction des sports accuse réception dans les 24 heures. Voilà, c'est ce qu'ils disent, mais ils le font même de manière plus rapide. D'accord. C'est extrêmement rapide. C'est pas rare que nous, quand on reçoit un signalement, on vous l'envoie, on est encore en attente de la réponse de la fédération. Voilà, ils perdent pas de temps parce que comme nous, on connaît le territoire sur lequel on est, sur notre département, en fait, on peut connaître le club, on peut connaître déjà des liens, enfin, donc on peut aussi nous gagner du temps et intervenir très vite sur l'un des derniers signalements qu'on a eu. Il est arrivé un lundi sur 2 boîtes mail, ça devait être 19h. J'étais au téléphone avec le président du club le lendemain à 9h, quoi. Ouais. Parce que voilà, toutes les infos étaient données. Voilà. Et sur le signalement, parce que le signalement aussi était très clair, il y avait des pièces jointes, voilà, il y avait des choses qui étaient claires. Les coordonnées aussi du président étaient déjà aussi dans sa signature mail. Des fois, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui font gagner du temps. Parce qu'en fait, ce que fait la direction des sports, c'est qu'ils transfèrent le signalement qu'ils ont eu, voilà, avec des fois quelques données. Et sur le signalement, il y a pas de formalisme. Plus il y a d'informations, plus nous, ça nous permet de traiter rapidement et de manière la plus efficace possible. Parce que quand il n'y a pas trop d'informations, nous, on est obligé d'aller les chercher. Voilà, donc si on a le mis en cause, donc l'auteur, là où les victimes, les circonstances, et si elle est en sécurité ou pas, déjà, on a grande chose, parce que nous, au niveau administratif, dans ce qu'on appelle la police administrative, au niveau préfectoral, on peut agir en urgence. C'est-à-dire que
au vu du signalement qu'on reçoit, au vu des éléments qu'on a, si on estime que c'est urgent d'interdire cette personne, et ben en fait, on peut interdire en urgence. C'est un arrêté préfectoral d'interdiction en urgence de, des fonctions d'éducateur sportif, dirigeant ou juge ou arbitre. Cet arrêté, il est valable 6 mois. Donc pendant ce temps-là, nous, ça permet d'écarter, le mis en cause. Et nous, on a le temps de l'enquête. Mais si on se rend compte que, au final, il y avait rien, c'était un faux signalement, etc., on peut très rapidement abroger cet arrêté. Et voilà. Donc, mais effectivement, ce sont des choses voilà, qui sont des. J'aime pas le terme d'armes parce que c'est pas un vocabulaire égaré, mais voilà, ce sont des leviers que nous, on peut activer très rapidement par rapport au volet pénal qui souvent est voilà, un peu long parce que voilà, eux, ils ont d'autres. Les délais sont pas les mêmes parce que les objectifs sont pas les mêmes. Voilà. Nous, eux, ils sont là pour chercher une réparation et qualifier des faits. Nous, on qualifie pas. Nous, on n'est pas là pour chercher si c'est vrai. On est là pour chercher si c'est vraisemblable déjà. Donc, enfin, c'est quand on rédige un arrêté, on essaie de le caler dans le temps, etc. Parce que si on nous dit ah bah vous avez fait tel acte, telle date, et le mis en cause il dit bah non, telle date, j'étais en vacances à l'autre bout du monde. Ah, voilà, donc nous, on essaie déjà de voir si c'est vraisemblable. Et on n'est pas là pour chercher la vérité, et ça, c'est le côté pénal. Oui, oui, du coup, on peut aborder ce sujet-là, c'est qu'il y a il y a différentes procédures. Et donc, il y a les procédures qui sont plus administratives, fédérales et pénales. C'est quoi les différences entre ces 3 filières? Les objectifs. Ouais. La grosse différence sont les objectifs et également les moyens qui sont derrière. Par exemple, nous, si malheureusement, on ne peut pas obliger quelqu'un à témoigner ou à auditionner, si une personne ne veut pas témoigner, et ben en fait, notre dossier, il est vide. On a un signalement anonyme, par exemple, et la personne ne veut absolument pas que son identité soit révélée, ou des fois, enfin, on n'a juste pas du tout on a une fausse adresse mail, on a un signalement qui remonte, mais la personne est injoignable, le dossier est vide, et ben en fait, on n'a pas d'enquête. Nous, si on n'a pas de témoignage, on n'a pas d'enquête, on ne peut pas obliger les personnes à enquêter, on ne peut pas remonter forcément très loin. Nous, on peut se baser que sur les faits qu'on a. On ne peut pas gratter beaucoup plus loin. Donc nous, au niveau de la filière administrative, donc c'est 3 filières, que ce soit la filière administrative, donc au niveau de l'État, de la préfecture, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau judiciaire, les 3, elles sont en parallèle, elles sont indépendantes. Il y a des porosités, puisque il y a des transmissions d'informations. Pas tout le temps, hein, des fois c'est pas nécessaire. Les fédérations, elles vont jouer sur le côté licence. Elles peuvent, à terme, au bout de leur enquête, toutes les fédérations, ou la plupart en tout cas, ont des comités d'éthique, de déontologie. Ils ont pour la plupart des noms différents. Et ce sont eux qui mènent une enquête au niveau fédéral. Pareil, avec les éléments qu'ils ont. Si personne discute, bah, ça va être compliqué. Et eux, ils vont pouvoir interdire de licence au niveau de leur propre fédération. Ils peuvent interdire une personne, un mis en cause d'être licencié au sein de leur fédération sur une durée courte ou plus longue, voire même à vie. Et nous, on va par exemple empêcher une personne, on peut interdire une personne d'être éducateur sportif, d'être juge ou arbitre, d'intervenir auprès de mineurs, même d'être en accueil collectif de mineurs sur des colos, des centres aérés, etc. Que la justice pénale, elle va chercher à punir Alors, eux, ils vont plus parler de mise en cause, mais ça va être d'accusé. Voilà, avec de l'amende, avec des peines de prison. Nous, on n'a pas de peine en tant que telle, même si ça peut y ressembler, honnêtement. Ok. Donc là, on a parlé de la cellule Signal Sport. Il y a d'autres dispositifs qui existent, comme Réglosport, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le Réglosport, c'est un outil qui a été créé, si je ne dis pas de bêtises, par le Comité paralympique sportif français. Ça permet notamment aux plus jeunes ou à des personnes qui ne se rendent pas forcément compte de l'environnement dans lequel ils sont au niveau sportif. C'est une échelle de 0 à 20 de mémoire.
et il y a en face de chaque note donc un état d'esprit. Je me sens bien dans mon club, je me sens bien dans mon club, on est dans le vert. Je ne sais plus si on est à 0 ou à 20, je ne sais plus l'échelle de gravité dans quel sens elle est. Et enfin, elle est dans le vert. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on va, je subis du chantage, je subis des attouchements, je me fais agresser, etc. Donc là, on est dans le rouge. Et en fait, ça permet aux gens, et notamment aux plus jeunes, de se rendre compte que ce qu'ils vivent, c'est pas normal. Si je suis là, là, cet outil-là, il me dit qu'en fait, c'est grave. Ouais, ça permet de ne pas banaliser des situations. C'est un outil pédagogique finalement. C'est ça, parce que c'est important aussi de signifier aux sportifs, aux sportives, notamment les plus jeunes, que c'est la difficulté des violences sexuelles dans le sport. C'est comme le corps est l'outil de la performance, quelle qu'elle soit. Je veux dire, même une performance de loisir. Je veux dire, ne serait-ce qu'aller faire une randonnée en moyenne montagne en famille, je veux dire, ça reste une performance en soi. Donc c'est un outil, et notamment dans le sport où on cherche des résultats, où on cherche à progresser, on va effectivement rentrer un petit peu plus entre guillemets dans le dur, on va essayer de pousser un peu ses limites, mais c'est aussi là où on retrouve son plaisir. Mais voilà, c'est l'outil, donc si on me fait mal à mon outil, c'est normal. Donc il y a aussi, c'est normal, c'est ce que l'athlète pense, et non, justement, il faut qu'il se rende compte que certaines choses qu'ils peuvent vivre ne sont pas normales et sont des violences. D'accord. Donc ça, c'est un outil qui est accessible gratuitement en ligne et que tous les clubs, par exemple, pourraient mettre à disposition dans les vestiaires ou autres, par exemple? Il est téléchargeable. Je crois que le comité paralympique peut aussi en fournir. Ou de toute façon, il est imprimable. Il existe soit en réglette, donc c'est un format, ça doit faire un format 15/3, quelque chose comme ça, ou il existe en kakémono déroulant plus grand, qu'on peut afficher dans les clubs. Ok. Donc c'est vrai que c'est intéressant à mettre à disposition pour les jeunes, les sportifs et sportives du club. Ouais. Donc il y a aussi des kits de formation, Lilia, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors Lilia, ça fait partie c'est un kit de formation à destination des exploitants, des entraîneurs, de tous ceux qui tournent autour des activités physiques et sportives. Et c'est un kit parmi tant d'autres. C'est sur un site gouvernemental, Arrêtons les violences, où il y a de nombreux outils contre les violences. De mémoire, il y a violence au sein du couple, violence au travail, etc. Et il y a donc violence au sein d'une activité sportive. Et le kit Lilia, qui est gratuit, qui est téléchargeable. Il y a un court-métrage tourné et fait par des vrais acteurs. Un petit quart d'heure, 13 minutes de mémoire, et qui est très bien joué d'ailleurs, qui est assez prenant, et qui parle d'une mère qui refuse à son enfant d'aller dans un stage d'entraînement parce que elle a eu une mauvaise expérience, elle, plus jeune, et l'entraîneur de sa fille, justement, prend le relais et explique que les temps, j'allais dire, ont changé. Changent, parce que c'est pas fini. Les temps changent et il y a des pratiques qui ne se font plus. Et il y a aussi un kit pédagogique avec des explications sur comment doivent se comporter des exploitants, des éducateurs, sur quels sont quelques signaux à éviter, comment se faire en sorte qu'il y ait des situations qui n'arrivent pas, et vers qui se tourner, des associations d'aide aux victimes, entre autres, Signal Sport, évidemment. Ok, merci beaucoup. Est-ce que il y a d'autres dispositifs dont tu aimerais nous faire part, ou on a à peu près fait le tour de ce qui existe et de ce dont tu voulais parler? Après, les signalements peuvent être faits directement aussi auprès des fédérations, et les fédérations prennent le relais. Les fédérations, en 2025, ce sont eux qui ont porté le plus de signalements qui ont rapporté de signalements auprès de la cellule Signal Sport. Ensuite, il y a des associations d'aide aux victimes. Il y a La Voix de Sarah, Sarah Bitbol. Il y a Colosse au pied d'argile, qui est une des grosses associations d'aide aux victimes aussi, qui peuvent aider à l'accompagnement et au signalement. Mais l'idéal, c'est quand même de se tourner vers Signal Sport ou directement vers le service jeunesse et sport de son département. C'est aussi parce que dans tous les cas, l'info, nous, si on reçoit un signalement direct, on va le traiter, on le fait dans tous les cas remonter
au ministère via la cellule D'accord. Signal Sport. Ok. Nous, au niveau du département, et dans de nombreux départements maintenant, il y a une adresse mail de signalement direct en interne au sein des services départementaux. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces échanges constructifs. Donc Parfait, là, merci. on a parlé des dispositifs qui étaient plutôt au niveau national. Donc au niveau du territoire, le CDOS, il a mis en place un plan d'action de prévention des VSS à la suite de plusieurs affaires qui ont été remontées en Drôme. Et donc les objectifs, c'est vraiment de sensibiliser les dirigeants, accompagner les entraîneurs et aussi prévenir et rassurer le grand public. Et donc, dans le cadre de ce plan d'action, il y a 3 conférences qui ont été organisées sur le territoire drômois. Elles seront prochainement disponibles en vidéo sur le site internet du CDOS. Et il y aura également une plateforme, donc là, qui est créée en partenariat avec la SDJES aussi, donc dédiée aux violences sexuelles et sexistes dans le sport, qui sera également accessible depuis le site internet du CDOS. Et donc, l'objectif de cette plateforme, c'est que chaque club puisse disposer d'au moins un référent sur cette thématique et un référent qui pourra être formé grâce à plusieurs vidéos qui seront, et des modules qui seront interactifs. Donc, c'est des modules et des vidéos d'environ une vingtaine de minutes. Donc, l'objectif, c'est qu'elles soient mises en service en septembre à peu près. À terme, elle servira également de support pour des campagnes de sensibilisation destinées au grand public afin de mieux informer et prévenir des situations de violence. Et donc, la formation, elle sera évidemment totalement gratuite et accessible pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment ce qui est fait au niveau du territoire drômois. Maintenant qu'on a fini cet épisode, je tiens tout d'abord à te remercier, Romain. Merci Je à toi. remercie également Emma Oudiou. Et je vous remercie tous les auditeurs d'avoir écouté cet enregistrement. Je voudrais également remercier les équipes de SVD Studio pour ce tournage. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux si le podcast et le contenu vous a plu, notamment Instagram et LinkedIn. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Et on se retrouve pour de prochains épisodes. Au revoir.